Donc bonjour à tous, je suis très très content de vous retrouver pour ces sessions plus ou moins mensuelles là, qu'on a mis en place depuis le confinement. Et voilà, on se partage à tour de rôle en tant que Certified Trainer des sujets et des moments pour partager un peu notre passion commune. Là, peut-être que je vais me présenter d'abord. Oui. Donc, je m'appelle Pierre-Antoine Grison, je suis formateur certifié Ableton depuis 2016, utilisateur de live depuis 2003 ou 4, un truc comme ça. Et donc, j'officie à un centre de formation qui s'appelle Apax Design Center principalement, et puis épisodiquement sur d'autres centres. Je suis moi-même formateur indépendant, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des besoins en formation, vous pouvez me contacter directement. Et puis accessoirement, quoi, parallèlement à toutes ces activités, je développe des solutions pour aider les musiciens euh, pour leurs problématiques sur scène, principalement pour voir voilà, comment résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc des fois ça passe par Max for Live, des fois ça passe par des solutions hardware. Donc j'ai développé peut-être que vous avez vu ça, vous verrez sur mon site web, un pédalier pour contrôler le looper de live, qui est donc du hardware, une surface de contrôle et qui interagit avec Max for Live en parallèle. Et puis voilà, je suis intervenu notamment sur la dernière tournée de M, par exemple, où je lui ai fait une fenêtre dédiée. Il utilisait beaucoup le looper de live et il avait besoin d'avoir un retour visuel. Donc je lui ai fait une fenêtre custom où il voyait l'état de tous les loopers qu'il utilisait. Et donc voilà, l'utilisation de Max for Live que je fais, c'est beaucoup voilà, pour contourner des difficultés qu'il peut y avoir dans Live, des choses que Live ne fait pas de manière native, mais Ableton fournit tous les outils pour pouvoir se l'approprier un petit peu, pour résoudre les problèmes qu'on peut avoir. Et ça se fait par le biais du live, de Max for Live, mais pas seulement, aussi de Python, des surfaces de contrôle qui donc sont programmées en Python. Et en gros, ce concept-là, ça s'appelle l'API. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme. L'API, en fait, il faut voir ça comme une porte d'entrée dans le logiciel. Tous les logiciels ne fournissent pas une API, c'est-à-dire qu'il y a, je ne vais pas citer de nom, mais d'ailleurs je ne sais même pas en fait, mais je ne pense pas que Pro Tools permette par exemple de rentrer, de faire certaines fonctionnalités avec d'autres appareils. Live, quoi, Ableton le permet donc par cette API qui peut être accédée de deux manières, soit par des scripts Python, par des scripts de surface de contrôle, soit par Max for Live. Mais grosso modo, c'est le même principe, c'est la même architecture. C'est juste deux manières différentes d'accéder aux fonctionnalités internes de Live. Et ce que Ableton veut bien nous laisser contrôler. Typiquement, tout n'est pas contrôlable dans Live. Il y a beaucoup de choses. Je vous donne un petit exemple sur le looper que j'ai beaucoup traité. Donc, je vais partager mon écran. Tiens, par exemple, dans le tuner de Live, l'accordeur de guitare, lui ne délivre aucune information. Ce serait pratique, par exemple, pour imaginer de faire une fenêtre plus grande ou quelque chose, de pouvoir voir si l'accordeur fonctionne ou pas. Donc, lui, typiquement, il donne aucune info. En revanche, on peut accéder à beaucoup de paramètres de toute l'interface de Live. L'exemple que je vais vous donner, c'est donc j'ai un set super basique, ce que vous devrez entendre. Donc il y a juste une batterie, une basse et un synthé qui joue un petit accord, une note, deux notes par mesure. Donc si je vais sur ma piste, je vois qu'elle envoie du son dans l'écho qui est sur une piste de reverb. Vous voyez, donc le son qui est ici. Et admettons que dans mon set, dans mon live, je vais faire une automation sur la reverb, par exemple. Faire en sorte que la reverb devienne de plus en plus présente. Pouvoir faire une automation là-dessus pendant le live, de manière native dans live, c'est pas possible. Parce que les automations en session doivent s'appuyer sur un clip, puisqu'elles sont dans la fenêtre enveloppe qui est ici. Et sur les pistes de retour, il n'y a pas de clip. Donc, typiquement, tous les pistes de groupe, les pistes de retour, le master, tout ça ne peuvent pas avoir d'automation en session. En arrangement, si, mais pas en session. Donc, voilà, c'est le genre de limitation qu'on peut avoir dans live, qu'on aimerait bien pouvoir contourner des fois, et qui sont possibles de contourner dans Max for Live.
Donc, c'est ce que je vous propose de voir comme exemple pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, prendre la main sur ce paramètre reverb par Max for Live. Et donc, ça va nous obliger à trouver dans le Live Object Model quel est l'emplacement de cet objet. Donc, je vais commencer par vous montrer le Live Object Model en question. Et je vais vous montrer ça sur mon site web. Et donc, la hiérarchie de Live, c'est il y a trois grandes catégories d'entrée. Il y a l'application qui va nous permettre de voir la version de Live, s'il y a des fenêtres de messages ouverts, des choses comme ça. Honnêtement, on ne s'en sert pas énormément. Ça arrive rarement de se servir de ce point d'entrée. Le point surface de contrôle, c'est pour hacker un petit peu, par exemple un push ou un launchpad ou toutes les surfaces de contrôle. C'est pareil, ça devient un peu du niveau un peu supérieur. La partie principale, d'ailleurs c'est celle qui occupe le plus de place, c'est la partie centrale qui est le song. Et donc le song, ça représente un live set, un set live. Et dans un set live, il y a 4 enfants. Les cue points, ça correspond aux marqueurs d'arrangement, donc tous les repères qu'on voit. Les scènes, donc c'est les scènes de session. Les pistes, c'est les pistes. Et Song View, c'est tous les paramètres d'affichage d'un set live, c'est-à-dire quelle est la piste sélectionnée, quelle est la device sélectionnée, des choses comme ça. Là, vous voyez aussi, au niveau des développements de l'architecture, le principe, celle qui a le plus grand nombre d'enfants, c'est Track, puisque en fait, quand vous regardez un set live, dans l'architecture, une piste contient des clips slots, contient des devices, contient un mixeur. Vous voyez concrètement, une piste, ça contient beaucoup de choses, alors qu'une scène, ça contient juste des clips ou des clip slots. Donc je reviens à mon architecture. C'est pour ça que dans la partie track, il y a beaucoup d'objets qui dépendent d'une piste. Okay, c'est un petit peu abstrait, mais vous allez voir comment. C'est important de comprendre un peu le mode de fonctionnement de tout ça, et en application, vous allez voir, ça devient un peu plus clair. Donc, dans la partie track, on a des devices. Ces devices, si c'est des racks, elles contiennent des chains, des chaînes de racks. Une device peut contenir des paramètres, peut un aspect visuel aussi, qu'est-ce qui est sélectionné, quelle chaîne, sur quel paramètre on a cliqué, etc. Et si cette device est un drum rack, elle contient des drum pads. Ensuite, on a le mixer device qui correspond à tout le mixeur de live, c'est-à-dire le bouton de mute, le panoramique, le volume, les send. Ça, c'est le mixer device. Ensuite, dans une piste, on a des clip slots. Si ces clip slots sont vides, c'est juste un clip slot. Le clip slot, il contient un bouton de stop. Si la piste est armée, le bouton de stop devient un bouton d'enregistrement. Vous voyez un peu la façon de penser. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet un peu de mettre de l'ordre dans tous les paramètres de live et un peu mieux comprendre la manière de penser d'Ableton quand ils conçoivent le logiciel. Et donc après, on a les paramètres de track view, donc tous les paramètres d'affichage de la piste. Donc, je reviens à l'exemple que je veux vous faire appliquer. L'idée, c'est de trouver ce paramètre qui appartient à une device, qui appartient à une piste de retour. Okay, donc, il va falloir que je trouve dans mon chemin d'accès pour voir cette device, que je trouve le set live, la piste de retour, la device et le paramètre qui correspond à ce paramètre en question. Ensuite, bon, je vais commencer par ça, on reviendra au Live Object Model plus tard. On est toujours obligé de se replonger là-dedans. Donc, pour commencer, je vais quand même mettre un moment une Device Max for Live. Je vais prendre, donc je vais dans mes Device Max for Live, je vais prendre un Max Audio Effect. Pourquoi? Parce que les effets audio, comme c'est le même cas dans Live, les effets audio, on peut les placer n'importe où. Autant un effet MIDI, on peut le placer que sur une piste MIDI, un instrument que sur une piste MIDI, mais un effet audio, on peut le placer n'importe où. Donc, par défaut, en général, j'utilise des effets audio qui, donc si celui de base, je vais double-cliquer dessus, il se charge sur la piste. Et vous voyez, il y a marqué plugin, plugout.
Plugin, plugout, c'est l'entrée audio de la Device Max for Live et la sortie. Le plugin, c'est l'entrée, le plugout, c'est la sortie. Entre les deux, ils sont reliés. Ça veut dire que, en gros, la device est transparente, elle laisse passer l'audio à travers. Pour commencer à l'éditer, je vais cliquer sur ce petit bouton. Là, donc ça a ouvert Max, Max for Live, et je retrouve mes deux boîtes. Voilà. Et, alors, la vue qui est affichée là, c'est une vue qui mêle à la fois la présentation dans Live, c'est-à-dire ce qu'on voit affiché dans Live, et l'édition. Tout ce qui se situe au-dessus de cette ligne apparaît dans la device, tout ce qui est situé en dessous n'apparaît pas. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette manière de faire. Je préfère avoir un mode distinct pour éditer la device, pour contrôler ce qui apparaît dans Live, et un autre mode donc un mode d'affichage et un mode d'édition. Donc pour ça, je vais faire tout de suite un clic droit. Je vais afficher l'inspecteur Windows, c'est-à-dire comment dire, la fenêtre d'édition, on va dire, des paramètres de Max for Live, et je vais mettre Open in Presentation. Ça va faire en sorte que le mode de présentation, c'est-à-dire ce qu'on voit dans Live, et le mode d'édition vont être deux fenêtres indépendantes. Donc je clique dessus et vous voyez la ligne blanche a disparu. Et donc maintenant, là, je suis dans le mode d'édition, et le mode de présentation, c'est l'espèce de petit diaporama, le petit écran. Là, je retrouve ma ligne blanche, et donc tout ce qui est au-dessus apparaît dans la device. Donc, je reviens à mon mode d'édition. Et donc, l'idée, ça va être, dans un premier temps, de réussir à changer la valeur du paramètre qui est sur la deuxième piste de retour. Okay, donc, il faut que je trouve un chemin d'accès pour accéder à ce paramètre. Le principe de base de Max for Live qu'il faut bien comprendre et qui en fait justifie le fait que ça s'appelle un Live Object Model, c'est-à-dire que c'est un modèle objet, c'est que dans Max for Live, on ne va pas avoir un objet qui va contrôler chaque paramètre de Live. On ne peut pas dire créer un objet bouton stop principal, un autre objet scène numéro 3, un autre objet. Vous voyez, il y a juste un type d'objet avec lequel on interagit qui s'appelle un live.object. Donc, peut-être une petite parenthèse sur l'utilisation de Max for Live. Ce que vous voyez, là, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Ce type d'objet là, qui a une barre grise en haut, une barre grise en bas et qui a un nom au milieu, c'est un objet qui va faire une action. C'est-à-dire qu'on va lui rentrer certains paramètres dans ses entrées en haut, et il va ressortir le résultat de l'action qu'il effectue. Il y a un autre type d'objet, il y a deux types d'objets principaux. Donc ceux-là, ça s'appelle des objets. On peut les créer soit en double-cliquant, soit en cliquant sur ce petit icône en haut. Si je clique dessus, ça crée un objet. Dedans, je vais rentrer le nom de la propriété de l'objet. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, compare. Je tape un mot au hasard. Donc ZL compare, ça compare des listes. Voilà. Et donc je me retrouve avec un objet qui lui a deux entrées et deux sorties. Et donc suivant le type d'action que va faire l'objet, on va avoir un certain nombre d'entrées, un certain nombre de sorties. Voilà. Donc je vais pas. Le problème de Max for Live, c'est qu'il y a énormément d'objets. Du coup, il faut un certain temps pour savoir lesquels font quelles actions, etc. Il y en a qu'on retrouve très souvent, il y en a qui sont un peu plus rares. Bon. Et donc le live.object, ça représente quelque chose dans Live. Pour le moment, on ne sait pas quoi, mais c'est cet objet-là qui va représenter soit un paramètre, soit un bouton, soit quelque chose. Pour déterminer ce que cet objet va être, il faut lui communiquer un numéro d'identifiant dans son entrée à droite. Vous voyez, si je me mets sur le petit entrée en haut à droite, il y a marqué live.object de .id in. Ça, ID, c'est un numéro d'identifiant qui va correspondre à l'objet en question. Okay, et donc, pour obtenir le numéro d'ID d'un objet, il faut utiliser un autre objet qui s'appelle live.path. Path en anglais, ça veut dire chemin. Lui, il a une entrée et trois sorties. En entrée, il faut lui donner un chemin d'accès, un path pour aller chercher tel paramètre. La syntaxe, alors là, ce coup-ci, je vais utiliser un autre type de boîte dans Max for Live qui s'appelle une boîte de messages. Je clique dessus, vous voyez, c'est pas exactement la même présentation. Elle a deux entrées et une sortie.
Cette entrée-là, à droite, qui est bleue, ne provoque pas de sortie. Les entrées qui sont rouges quand on se met dessus, quand il y a quelque chose qui rentre dedans, il y a quelque chose qui sort. Les entrées qui sont bleues, quand il y a quelque chose qui rentre, ça peut changer les propriétés de l'objet, mais il n'y a rien qui va sortir. C'est une entrée, ça s'appelle une entrée froide. Et donc, ça, c'est les sorties. Donc, la sortie de mon message va être, je la relie à mon LivePath, puisque ça va être mon chemin d'accès à ma device. Et voilà. Et donc, la syntaxe, ça va être de dire path pour dire un chemin d'accès, et après, le chemin d'accès pour accéder à ce fameux paramètre de reverb de ma device. Et donc, c'est là qu'intervient le Live Object Model pour dire quelle est la syntaxe pour obtenir ce chemin. Donc là, je retourne dans mon Live Object Model et on se doute que ça va être un paramètre d'une device. Okay, et donc, je vais aller là, je retrouve en bas toutes les classes qui correspondent à mes, quoi, ça s'appelle des classes, pardon, qui correspondent à tous ces enfants, quoi, toute cette hiérarchie. Donc la classe Song, elle va être ici. Elle est où? Elle est tout au début parce qu'elle est très importante. Donc Song, si je la déplie, cette classe représente un live set. Le chemin d'accès, c'est live _set. Donc, si je donne, je retourne dans Max for Live, si le chemin que je donne, c'est path live set, ok, et que, alors je vais mettre un autre objet message en dessous qui lui va me permettre d'afficher ce qui sort de mon live.pass. Donc je vais prendre la sortie de mon live.pass, je la rentre dans l'entrée froide qui va me permettre d'afficher le message qui sort de mon live.pass. Je clique sur path live set et là il affiche ID1. Cet ID1, ça correspond maintenant au set live. Ok. Donc je vois que dans mon set live, il y a des enfants. Tous les enfants, bah, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire le cue point, les return tracks, les tracks, les master tracks. Il y en a un peu plus que ce qui est affiché parce que, comme je vous disais, j'ai essayé un peu de simplifier l'affichage de la hiérarchie, mais voilà, tous les enfants officiellement sont là. Les propriétés, ça va être toutes les propriétés d'un song. Il y a certaines choses que vous devez reconnaître qui sont des actions que vous faites dans live. Par exemple, can redo, ça veut dire si à un moment j'ai fait une annulation, je peux annuler. Si j'ai fait CTRL Z à un moment, c'est-à-dire que j'ai annulé une action, bah à ce moment-là, ça veut dire que je peux faire commande Shift Z pour annuler mon annulation. Du coup, can redo va me dire OK, tu peux annuler ton annulation. Isplaying, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on utilise en permanence. Isplaying, si je clique dessus, il me dit récupère règle si le transport de live est en lecture. Donc ça correspond à ce bouton-là. Quand je lance live, il y a ma propriété isplaying de ma classe song qui se met sur 1. Voilà, donc je vous donne quelques exemples. Je reviens à mon idée de base. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, que vous me suivez tous. Je reviens à mon idée de base qui est de dire je veux trouver le paramètre de la device qui est sur ma piste de retour. Donc, il va falloir que je trouve le chemin d'accès de ça, un device parameter. Si je clique dessus, il me dit cette classe représente un paramètre dans un périphérique MIDI ou audio. Pour modifier un paramètre de périphérique, définissez sa propriété value ou envoyez son idée d'objet à live.remote. Je vais vous expliquer comment faire tout ça. C'est un peu abstrait au début, mais on va y arriver. Le truc qui est très important, c'est de comprendre ça. C'est le chemin d'accès. Donc, il me dit, le chemin d'accès, c'est live_set. Donc, on a vu, c'est la classe song. Tracks N, ça va être la piste qui va concerner la device qu'on veut voir. Donc, nous, ça va être la tracks, ça va être la piste de retour numéro 2. Devices M, ça va être le numéro de la device qui est sur la piste numéro 2. Donc nous, c'est la première device de la piste retour numéro 2. Et paramètre L, ça va être le numéro du paramètre de la device numéro 2, de la device numéro 1 de la piste numéro 2. Okay, vous me suivez? Donc tous ces numéros N, M et L, il va falloir les déduire quelque part. On va le faire ensemble. Donc je copie mon chemin d'accès. Je vais aller le coller dans mon path live set.
Euh, hop, je fais commande V. Donc là, j'ai copié le chemin d'accès. Naturellement, je ne vais pas le laisser comme ça. Je ne peux pas laisser N, M et L. Il faut que je trouve les numéros qui correspondent. Le live set, c'est le set principal. Donc tracks N. Alors, il faut savoir que il y a deux sortes de pistes dans le Live Object Model. Alors, je m'embrouille un peu avec toutes les fenêtres. Si je retourne dans mon song, on voit que les enfants, il y a tracks et return tracks. Nous, en l'occurrence, on est sur une piste de retour. Donc, dans mon chemin d'accès, au lieu de mettre tracks, il va falloir que je le remplace par return tracks pour dire la piste à laquelle je m'adresse, c'est une piste de retour. Donc, je retourne dans Max for Live. Et là, au lieu de mettre tracks, je vais rajouter juste return underscore devant pour dire, donc je suis dans mon chemin d'accès, c'est mon pass live set, return track n. Donc là, il faut que je trouve le numéro de ma piste de retour. La règle dans Max for Live, c'est que le premier élément a le numéro 0. Okay, donc ça, ma piste de retour numéro 1, elle a le numéro 0. Ma piste de retour numéro 2, elle a le numéro 1. Donc là, je lui donne tracks n, return tracks 1. Devices, bon, on a dit que c'était la première device, mais comme on commence à compter à partir de 0, je vais mettre 0. Et le numéro du paramètre, là, c'est pas que ça se complique un peu, mais je vais vous expliquer. Si je vais dans Live, il y a différentes manières de savoir compter un paramètre. Je vais vous donner la plus simple, je pense, visuellement. Donc, je vais mettre mon effet écho sur une piste séparée. Je vais prendre une piste MIDI plutôt, ce sera plus simple. Donc, je mets mon écho sur une piste MIDI. Je vais créer un clip. Je vais aller dans les enveloppes de mon clip, dans le paramètre, dans la device echo. Et là, la liste de tous les paramètres, c'est la liste des paramètres dans l'ordre de Max for Live. Donc, c'est-à-dire que le device on, c'est le premier paramètre, ça, en général c'est le cas, c'est-à-dire le bouton on-off de la device, c'est le paramètre 0. Et donc, si je veux retrouver la valeur de ma reverb, je ne sais même pas où elle est, reverb level, ok, bon, bah, il va falloir que je compte, ça va être sympa. 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41, 42. 42, donc j'ai commencé à compter à partir de 1, donc le reverb level, ça va être 41. Donc je retourne dans mon parameters N et je dis 41. Et donc, finalement, si je clique sur mon chemin d'accès, il faut que je clique en appuyant sur commande, sinon si je clique dessus, juste ça déplace l'objet. En appuyant sur commande, ça va faire l'action, donc je fais tac. Et donc, j'ai un ID 6 qui est apparu. Cet ID 6, à partir de maintenant, correspond toujours au paramètre level de ma piste de retour. Donc, ce ID6, je vais l'envoyer ici. Je clique dessus. Donc maintenant, mon live object a reçu ce numéro ID6. Et ce live object, maintenant, me permet de contrôler d'avoir accès à ce paramètre level de ma reverb. Et donc, la propriété que je vais utiliser, c'est, je vais créer un message et je vais dire set value. Ça, c'est la manière dont on règle la valeur d'un paramètre. Les paramètres, en général, ils sont entre 0 et 1. Okay, donc, je vais le mettre, par exemple, à 0.5. Ça permet d'éviter le fait de dire ma reverb, ça va entre 0 et 100%, mais ma stéréo, ça va entre 0% et 200%, etc. Donc, chaque paramètre a une valeur minimum, une valeur maximum, mais pour les régler, la plupart du temps, ça va entre 0 et 1. Et donc, si je fais set value 0.5, je vais réduire un peu cette fenêtre pour qu'on voit que ça change en même temps. Si je clique dessus, il se met à 50%. Si je fais set value 0.2, il se met à 20%. Donc, voilà, c'est sur une échelle de 0 à 1. Donc là, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire pouvoir régler le paramètre reverb, le niveau de reverb de ma piste de retour. Ok, je vais supprimer les choses qui visuellement servent à rien. Vous voyez, donc c'est pas si compliqué que ça finalement. Hein. Une fois qu'on a compris la hiérarchie et les méthodes d'accès, il suffit de trouver le chemin d'accès à telle fonctionnalité de live, de faire en sorte que le numéro d'ID parte dans le live object model, dans le live object, je veux dire,
et après d'utiliser la fonction qui va permettre soit de le régler, soit de l'obtenir. OK? Et Pierre-Antoine, excuse-moi, je te coupe rapidement. Il y a Géraud qui demande le set value, il ne prend rien en input. C'est la question qu'il pose. alors justement, ça c'est la deuxième étape, c'est de dire, bon là pour le moment on arrive à régler la valeur, mais la finalité de la chose, c'était de pouvoir faire une automation, mettons sur ce clip-là, que j'ai créé sur une nouvelle piste, je supprimé cet écho-là qui sert à rien, et de pouvoir faire une automation sur ce clip qui va me faire changer mon écho. OK? Donc, ce qu'il va falloir, c'est que... non, il faut quand même que ma device soit sur la même piste. Je vais créer un bouton. OK, voilà. Je vais utiliser donc un objet qui s'appelle live.dial, qui, quand je clique dessus, ça crée un bouton le même que ce qu'on retrouve dans Live. Quand je me mets au niveau des sorties de ce bouton, je vois, donc ça sort la valeur du paramètre. Donc si je change la valeur, ça va entre 0 et 127, ça c'est les valeurs par défaut. Et donc je vais mettre un objet, un message en dessous pour voir ce qui sort de ce bouton. Donc quand je change le bouton, on voit qu'il sort des valeurs entre 0 et 127. Le fait qu'il y ait un point, c'est que c'est des valeurs décimales. Et si j'utilise l'autre sortie de mon live.dial, là je vois qu'il me sort des valeurs entre 0 et 1. Donc si je réussis à envoyer ces valeurs dans mon message ici, je vais pouvoir changer concrètement la valeur de mon paramètre qui est sur ma piste de retour à partir de ce potard, ce bouton. Le problème, c'est que là, à chaque fois que je tourne, en fait, il envoie un message de valeur, mais ça ne change pas la valeur 0.2. Pour que, à la place du 0.2, j'ai la valeur qui sort de ce bouton-là, j'utilise un objet spécial, une syntaxe spéciale de Max4Live qui s'appelle $1. Okay, ça, ce $1 va faire en sorte que dès qu'il y a une valeur qui rentre ici, bah, il va me sortir un message et il va mettre à la place du $1 la valeur. Si j'utilise le même objet là pour afficher ce qui sort, vous voyez maintenant, chaque fois que je tourne le bouton, il y a marqué set value et la valeur. Et donc si je vais sur mon objet, sur ma device de reverb et que je change le live.dial, vous voyez que ça change la valeur de la reverb. Donc maintenant, j'arrive à changer la valeur d'une reverb qui est sur une piste de retour à partir d'une piste qui a un effet, qui a un clip, je veux dire. Donc je vais pouvoir faire mon automation. Il suffit que donc je vais ajouter ce bouton à ma présentation. Je vais faire un clic droit Add to Presentation. Maintenant, je vais afficher ma présentation. Donc on retrouve pas les. Je retourne je sors de mon mode d'édition, de présentation. Là, à la base, on avait plugin, plug-out, mais eux, ils apparaissent plus maintenant dans la fenêtre de présentation. On a juste ce bouton-là. Je vais le mettre au début. Je vais le renommer en l'appelant reverb retour return B. Alors, c'est pas à cet endroit-là qu'on renomme, c'est en dessous. Voilà. Je vais sauvegarder ma device pour qu'elle se mette à jour dans Max4Live, dans Live, je veux dire. Donc je sauvegarde, je l'appelle return automation. Donc vous voyez ici, ça s'est mis à jour. Je vais fermer ma device. Et donc maintenant, j'ai un bouton sur une piste MIDI qui me permet de régler un paramètre qui est sur une piste au retour. Et donc il suffit que je retourne sur la piste, je fais un clic droit, afficher automation. Et donc maintenant, si je lance la lecture, ça ne fonctionne pas. C'est classique. Ça, c'est parce que quand on ferme la device, le chemin ne se met pas à jour. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse cliquer sur ce bouton-là, sur le chemin, pour qu'il l'envoie automatiquement au moment où je ferme la device. Si vous voulez, quand on ferme les devices, tous les live objects se remettent à zéro. Et s'il n'y a rien qui appuie virtuellement à l'intérieur, il ne se passe rien. Pour ça, il y a un objet qui s'appelle live.thisDevice. Et il y a marqué, zut, je vais le refaire. Live.thisDevice send a bang automatically when a Max device is
je vais vous l'afficher, loaded. Donc ça veut dire que au moment où on ferme une device, le live.thisDevice, il va envoyer un message, un bang, ça s'appelle, c'est-à-dire une impulsion pour dire fais, fais une action. Donc je relie mon max live thisDevice à mon path comme ça. Donc quand je vais fermer ma device, ça va envoyer comme si je cliquais en fait sur le bouton. Et du coup, le live path va partir dans mon live object et je vais pouvoir utiliser la fonctionnalité. Donc je ferme, je sauvegarde. Et donc maintenant, si je lance la lecture, j'ai bien mon paramètre de reverb qui change automatiquement. Ok, donc bon, voilà, 40 minutes là-dessus. J'espère que c'était clair, que vous avez un peu compris le fonctionnement de la chose. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai d'autres exemples sur mon site web si vous voulez approfondir ou voir d'autres manières. Donc dans les exemples, j'ai 3 vidéos. La première, c'est pour créer un bouton plus et moins qui permet de changer le tempo de live. C'est des choses voilà, qui peuvent être assez utiles, qui ne sont pas faites de manière native dans live. Donc on appuie là-dessus, on peut mapper ces boutons pour avoir, avec un contrôleur, rajouter un systématiquement. Donc il y a le patch final qui est ici. Je n'ai pas parlé des live observers non plus. Je vous encourage à regarder ces vidéos. Et il y a le deuxième exemple, c'est créer un bouton qui remet tous les volumes de toutes les pistes à 0. Et le troisième exemple, c'est un bouton qui permet... Non, c'est une... C'est-à-dire vous avez, sur la piste numéro 1, dès qu'il détecte qu'il n'y a pas de clip sur cette piste-là, il arrête live. Ça peut être utile en live, par exemple, c'est-à-dire que vous avez tous vos morceaux qui défilent, puis vous avez créé une scène vide entre vos morceaux, et quand vous lancez cette scène vide, bah, live s'arrête automatiquement. Et ça permet après de relancer le deuxième morceau tout de suite. Donc voilà, je vous encourage. Les devices sont en téléchargeables, il y a des vidéos qui expliquent comment les faire et vous avez le patch en lui-même. Donc voilà, avec ces 3 exemples, vous devriez commencer à pouvoir vous en sortir un petit peu tout seul par vous-même. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo. Contrairement aux sessions précédentes, on ne va pas la mettre entièrement en ligne. On va faire un petit edit parce qu'on a envie d'inviter les gens à plus venir assister aux sessions en direct. Donc là, je ne sais pas combien vous étiez au total, mais... Une 50 au pic Ah, d'activité. super, super. Bon, bah, écoutez, si vous avez tenu le coup et suivi mes explications, tant mieux. Sinon, bah, vous aurez un petit condensé dispo sur YouTube. Et puis sinon, donc, sur mon site web, il y a des exemples pour approfondir un petit peu. Bon, tu as plein de messages de remerciements qui apparaissent là dans la conversation. Moi, je te dis ici bravo personnellement parce que je sais que d'expliquer des sujets aussi abstraits que Max for Live, en plus sur Zoom et tout ça à distance, ça rend pas facile. Donc déjà bravo. Enfin, voilà, je me joins à ceux qui te félicitent. Merci. Venant de toi, j'apprécie. Maître S pédagogie. Bon, bah justement, on va retrouver Xavier dans la prochaine session. Je vais arrêter cette réunion. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis voilà, bah, j'espère que vous serez présents à la prochaine session si vous êtes inscrits. Et sinon, au prochain rendez-vous, suivez un peu l'actualité et puis répondez aux questionnaires pour avoir 30% de réduction sur Push 2.